Ça va. Mesdames et messieurs de la presse, frères et sœurs dans le Seigneur, je suis très heureux de partager avec vous les grandes lignes de mes constats, ma réflexion après ma visite pastorale dans le diocèse de Butembo-Beni du 27 au 31 décembre 2019. Je vous remercie de tout cœur de vous être rendu disponible aujourd'hui, qui est un jour férié pour beaucoup, pour me rencontrer afin de faire large écho de la réalité que vit, je dirais, dramatiquement les populations de la partie est de notre pays. La pire des choses, c'est que nos frères souffrent et nous, à l'ouest, nous continuons à nous complaire dans des fêtes, dans des célébrations, et il n'y a personne qui parle, qui pense à ce qui se fait de l'autre côté. Quel était le contexte ou les circonstances de ma visite pastorale? Pourquoi je suis allé là-bas? Le contexte de notre visite pastorale est essentiellement la souffrance, l'atrocité, l'angoisse que vivent les populations de l'Est, de la RD Congo, et qui crient au secours à tous ceux qui peuvent les entendre pour leur venir en aide. Ces gens crient. Ils crient au secours. Toute la question, est-ce que tout le monde entend ces cris? Leur voix fut également portée par les députés ressortissants de cette partie du pays qui sont venus à ma rencontre, par les membres de la communauté nandais qui vivent ici à Kinshasa et que j'ai eu à recevoir ici à l'archevêché. Tous ces gens m'ont déposé un rapport détaillé sur la situation avant mon départ. Le contexte est finalement celui connu par toute la communauté nationale et internationale depuis que ces violences ont commencé, depuis plusieurs années. On parle d'une trentaine d'années que cette situation dure. La conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, a plusieurs fois porté la voix pour attirer l'attention des autorités du pays sur cette situation. Nous avons fait plusieurs fois des plaidoyers auprès de la communauté internationale sur cette situation. C'est donc dans ce contexte que j'ai reçu aussi l'invitation de son Excellence Monseigneur Melchisedek Sikuli, évêque de Butembo-Beni, m'invitant d'aller visiter ces populations pour les réconforter et leur apporter un message de soutien de la part du Saint-Père, le pape François, mais aussi au nom de tous les évêques du Congo. Qu'est-ce que j'ai vu? Un constat plutôt amer. Partant du Kinshasa, j'ai fait une escale à Goma pour la correspondance. C'est là que son Excellence Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Goma, accompagné de ses deux évêques émérites, Monseigneur Ngabu et Monseigneur Kaboy, m'ont accueilli et adressé le mot de bienvenue et de soutien à la mission que j'avais commencée. À mon arrivée à Beni, j'ai été accueilli à l'aéroport par son Excellence, Monseigneur Melchisedek Sikuli, évêque de Butembo-Beni, par le gouverneur du Nord Kivu et les autorités militaires, policières et administratives locales. J'ai pu visiter l'ensemble de la zone dite rouge, Kokola,
Maimoya, Mukoko, Oisha, Mabasele, Mavivi, Mbao, Païda, Ruangoma, etc. Le climat général est caractérisé par une misère que je qualifierais d'insupportable, de souffrance d'un peuple traumatisé. Il y a des massacres presque quotidiens dans cette partie. Des êtres humains égorgés froidement pendant la nuit. Et le temps, les 4 jours que j'ai passés, chaque nuit, il y a eu des massacres, y compris parmi les militaires. Comme conséquence, il y a déplacement des familles par peur d'être égorgés. Des villages abandonnés, une population terrorisée et traumatisée, moralement affaiblie, qui abandonne ses champs, ses maisons, son village pour aller vers le centre-ville comme Béni. Des actes de sabotage, des plantations spoliées, parce qu'une fois ces gens partent, il y a d'autres qui occupent le terrain. Des enlèvements fréquents. Nous comptons jusqu'à maintenant 5 prêtres qui ont été portés disparus, enlevés par ces gens. Ils les ont amenés dans la forêt. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de nouvelles. On peut supposer le pire pour ces gens. Généralement, quand ils les emportent comme ça, ou ils sont massacrés, ou ils sont intégrés de force dans leur milice, ou alors ils servent de main-d'œuvre pour cultiver les champs pour eux et entretenir les plantations, particulièrement les plantations de cacaoyers. Notre analyse, ayant observé, ayant vu tout ça, je constate, et c'est remarquable quand vous êtes sur le terrain, qu'un plan guide le comportement de tous ces enseignants. Ce ne sont pas des actes isolés, des actes irréfléchis, mais ce sont des actes réfléchis, planifiés et qui poursuivent une finalité précise. Le constat montre clairement que l'objectif de tous ces comportements, c'est la balkanisation de notre pays. L'objectif final, c'est la balkanisation. Cela se vérifie à travers le remplacement de la population déplacée par des populations généralement rwandophones ou ougandophones. Et ça se complique parce que nous sommes à une frontière non pas du type naturel, comme une rivière, mais la frontière est artificielle. C'est le même peuple que vous trouvez du côté congolais comme du côté ougandais. Nous sommes à Beni Butembo en face, c'est l'Ouganda. Vous avez le peuple Nandé, de Banandé, de ce côté-là. Lorsqu'on déverse le peuple de l'Ouganda, mais parfois ce sont des Nandés, et ça complique, ça brouille les cartes. C'est la même logique qui fonctionne au niveau de Rutshuru. Ça peut être de rwandophones, mais de ce côté, vous trouvez le même peuple. C'est la même chose que vous trouvez du côté de Fizi, des territoires de Fizi, dans le diocèse d'Ouvira.
étant donné que c'est le même peuple de part et d'autre, c'est très difficile de distinguer qui est qui. Cependant, il est capital de faire la distinction entre les rwandophones, le peuple venant du Rwanda, et qui vivent au Congo depuis des années, et qui sont devenus des Congolais. Aujourd'hui, personne ne peut contester leur nationalité. Vous trouvez ces peuples du côté de Uvira, ceux qu'on appelle de façon les Banyamulenge, les vrais Banyamulenge ou de rwandophones, de Congolais d'origine rwandaise qui sont là depuis des années, personne ne peut contester leur nationalité congolaise. De la même manière, dans le Rutshuru, vous trouverez des rwandophones qui vivent là depuis des années. On ne peut pas contester leur nationalité congolaise. Vous remontez dans l'extrême nord, dans l'Ituri, vous trouverez des peuples à morphologie nélotique, ce sont les Ema. Les Ema, ce sont les Tutsis de l'Ouganda. Mais ils sont au Congo depuis des années. Personne ne peut contester leur nationalité. Donc ce n'est pas ceux-là qui font problème, parce que ceux-là sont considérés comme des Congolais. Ce qui fait problème, c'est le déversement des autres qui arrivent et on essaie de les faire passer comme des Congolais. Et le cas le plus criant, sont les immigrés rwandais qui ont été chassés de la Tanzanie il y a quelques années et on a fini par les déverser au Congo. C'est tout ça qui crée un sentiment de frustration, de colère de l'autre côté et confirme qu'il y a un plan de balkanisation derrière. Cette infiltration, ça concerne aussi notre armée. Il est remarquable, quand vous parlez avec les militaires, on se rend compte tout de suite que notre armée est même infiltrée. Ce qui crée un climat de défiance de la part de la population vis-à-vis de l'armée. Il y a l'ambiguïté de la MONUSCO. Le peuple ne fait pas du tout confiance à la MONUSCO pour la simple raison qu'à côté des installations de la MONUSCO, on vient égorger les gens. Or, la mission principale de la MONUSCO, c'est protéger la population civile. Il y a une perception négative de la MONUSCO dans les chefs de la population. Un peu aussi derrière la MONUSCO, c'est l'ambiguïté de la communauté internationale. On ne sait pas très bien à quel jeu joue la communauté internationale à l'Est. Que faire devant cette situation? La pire des choses, c'est le désespoir. La situation à l'Est, qui est une situation très grave, très préoccupante, ça pourrait évoluer dans un sens comme dans un autre en fonction de la prise de conscience au niveau national de la nature de ces problèmes et se donner que la nation se donne tout le moyen pour résister à ces plans. Il y a l'axe diplomatique. Il appartient à notre gouvernement de déployer son arsenal diplomatique pour convaincre le pays voisin, particulièrement l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, d'arrêter de déverser ces populations au Congo. Parce que quand nous parlons de la nécessité de réconciliation entre Congolais, mais on ne fait pas cette réconciliation avec des étrangers. Il y a réconciliation entre Congolais. Et il y a des peuples qui habitent l'Est, qu'ils soient d'origine rwandaise. Dès lors qu'il est
reconnus comme Congolais, il y a nécessité pour nous de chercher la réconciliation, le dialogue, pour que tout le monde puisse vivre en paix. Mais cette recherche de réconciliation ne fonctionnera pas si nous sommes face à des étrangers. Il appartient au gouvernement d'assumer sa responsabilité pour convaincre par la voie de la diplomatie ces trois pays d'arrêter, de cesser, de déverser sa population au Congo. Il y a l'axe économique et humanitaire. La situation de la population est dramatique. À cause de l'insécurité, comme je l'ai dit, la population a dû abandonner villages, maisons, ses biens, ses champs, ses plantations. Comment cette population va vivre dès lors qu'il ne peut plus vaquer à ses occupations? C'est la misère. Et notre cri face à cette situation, c'est que le gouvernement assume sa responsabilité, mais aussi que la communauté internationale puisse venir en aide à cette population avec de l'aide humanitaire. On ne peut pas laisser une population comme ça. Mais la vraie solution en définitive, ce serait que ces atrocités cessent et que le peuple puisse retourner chez soi, dans son village, dans ses maisons, pour continuer à vivre. Il y a l'axe sociopolitique. Nous avons constaté que dans cette partie du pays, et tout ça, ça alimente le conflit, il y a des chefs coutumiers qui ont été destitués dans le temps et qui sont frustrés. On a mis à leur place des gens qui n'ont pas la légitimité. Et ces chefs coutumiers qui ont été destitués, frustrés, mais ils sont tentés de se mettre avec des adeptes. Parce qu'ils espèrent peut-être avec des adeptes, ils vont récupérer leur pouvoir. Il appartient aux autorités de Kinshasa, notamment le ministère de la décentralisation, de prendre en charge ces genres de questions. Il y a un élément aussi qui existe, notamment à Maïmoya, là où des prêtres ont été enlevés et qui peut être considéré aujourd'hui comme l'épicentre du conflit. Il y a une sorte de mixage culturel. Je vous ai dit ici que les ADEF, Nalu, sont au Congo depuis au moins 30 ans. C'est depuis l'époque de Mobutu. Pendant ces temps, ces gens ont eu à marier nos filles. Qui dit mariage dit aussi des enfants. Tous ces enfants sont là. Et ça crée une situation difficile à déceler. Et naturellement, il y a des complicités. Ce n'est pas un papa qui va dénoncer sa fille et qui vit avec un adepte, ou l'enfant qui est né de ces mariages. La fille est avec son mari dans la bouche. Et papa élève la fille, élève l'enfant. Ce n'est pas le grand-père qui va dénoncer son petit-fils, humainement parlant. Donc ce sont des choses qui compliquent la situation au niveau du terrain. Il y a aussi, on a constaté, des cas des arrestations arbitraires. Étant donné qu'on ne connaît pas très bien qui est l'ennemi, parce que l'ennemi est invisible. Peut-être il est diffus dans la population, ou il se retire dans la forêt, qu'il maîtrise très bien. Alors des fois il y a des dénonciations, des arrestations, et ces gens ne sont pas jugés. Tout ça, ça augmente la frustration de la population. Nous pensons que c'est le rôle des députés nationaux, provinciaux
et des leaders communautaires de déclencher un processus de dialogue pour prendre en charge toutes ces questions qui créent de frustration dans la population. Enfin, c'est l'axe militaire, sécuritaire. Notre armée est là. Notre armée, c'est l'unique armée que nous avons. L'erreur que nous commettrions et que nous commettons effectivement, c'est de donner toujours une image trop négative de notre armée. Cela ne sert pas du tout la cause de notre pays. L'armée est constituée de nos frères et sœurs qui sont au front. Et la première nuit que j'ai passée à Béni, 2 militaires ont été tués. Des gens qui ont abandonné leur famille très loin et qui s'exposent pour sécuriser le front est de notre pays. Nous n'avons pas le droit de le mépriser ou de le ridiculiser. Naturellement, parmi les militaires, il y a toujours des brebis galeuses, comme on dit. Il y en a qui commettent des bavures, comme ça existe dans toute famille. Mais je crois que nous n'avons pas le droit de parler toujours de notre armée comme nous aimons le faire de façon négative. Ce sont des gens qui méritent notre admiration, qui méritent considération. Ils sont là, mais ils n'ont pas toujours le moyen de faire la guerre. Ce n'est pas de leur faute. Un militaire, c'est un être humain, il doit manger. Il doit prendre du pain le matin. Sinon, vous l'envoyez au front, comment il va faire? Il appartient au gouvernement de mettre le moyen conséquent à la disposition de l'armée. Vous ne pouvez pas attendre d'une armée une prouesse militaire et en même temps ne pas lui donner le moyen de son action. Le deuxième front, c'est le nombre. Le pays est en guerre et priorité doit être cette région de Béni-Boutembo où il y a des massacres et des morts chaque jour. On devrait plutôt augmenter le nombre de militaires de ce côté et en même temps mettre à leur disposition des moyens conséquents. Toujours sous le volet militaire, la MONUSCO doit se remettre en question. La MONUSCO, c'est la communauté internationale. Ce serait une erreur de notre part, et je l'ai dit à la population de Béni et aussi à Boutembo, nous commettrions une erreur en jetant dehors la MONUSCO. Parce que la MONUSCO, c'est la communauté internationale. Si nous jetons la communauté internationale dehors, quelle image nous donnerions de notre pays et surtout de Béni-Boutembo? Parce que c'est cette même communauté internationale que nous suspectons d'être derrière le plan de balkanisation. Vous jetez cette communauté dehors, vous précipitez la mise en application de ces plans. Donc nous devons rester prudents. Ceci dit, la MONUSCO doit se corriger. Il n'est pas normal que des militaires qui sont gracieusement payés viennent dans notre pays, patrouillent un peu la journée et la nuit, ils se barricadent dans leur base, pendant qu'on égorge les populations à côté. Ça, c'est inacceptable. Nous avons eu le temps d'en parler avec les autorités de la MONUSCO, notamment le commandant, le général commandant, et aussi les responsables sur place à Béni. Je crois qu'eux-mêmes sont conscients de cette situation. Il y a des choses à corriger, de la part de la MONUSCO, de la part de l'armée, tout comme aussi de la part de la population, qui généralise le manquement de la part de la MONUSCO ou de la part de l'armée. Nous devons savoir discerner qu'est-ce qui se fait de bien à encourager et qu'est-ce qui se fait de mal à corriger. Mais évitons la généralisation, évitons de jeter tout le monde dans l'eau sale. Et comme on dit, jeter le bébé avec l'eau sale. Malgré ces tableaux sombres,
Malgré cette situation préoccupante, nous restons confiants. Nous pensons que cette situation ne pourrait continuer à se développer que si nous-mêmes, comme peuple congolais, nous ne sommes pas capables de nous prendre en charge, de prendre notre destinée en main. Et pour cela, il faut une prise de conscience au niveau national, partir du principe que notre pays est en guerre. Il y a beaucoup qui ne se réalisent même pas que le pays est en danger, qui ne se réalisent pas que le pays est en guerre. Et là, je vous prends à témoin, c'est aussi vous de la presse, vous ne relayez pas suffisamment la gravité de la situation qui est à l'Est. On peut tuer des militaires, on peut tuer des populations. J'ouvre ma télévision le soir, même la télévision nationale. Personne n'en parle. Personne n'en parle. On est sidéré. Mais si la presse nationale n'en parle pas, qui va informer la population? Là aussi, c'est le moment de remise en question de votre part, hommes et femmes de la presse. Nous ne couvrons pas suffisamment le drame qui est en train de se jouer à l'est du pays. Et surtout quand on est du côté de l'ouest, ici à Kinshasa, on pense que c'est une affaire de nos frères et sœurs qui sont à l'est. C'est leur problème. Nous ici, on se marie, on fait l'affaire, généralement on célèbre ici à Kinshasa, pendant que le pays est en feu. C'est irresponsable. Tout en exhortant les peuples victimes, surtout nos frères et sœurs de l'Est, tout en les exhortant au courage et à ne pas perdre espoir, je vous confie tous à l'intercession de la Vierge Marie, patronne de notre pays, le Congo. Et je vous remercie. Les éléments de réponse sont contenus dans ma communication. Je suis allé à l'Est à cause de la gravité de la situation et la détresse de notre peuple. Moi, je suis pasteur. Je ne suis pas un politicien. Et le rôle du pasteur, c'est être à côté de ce brebis qui souffre. Pourquoi cette période? C'est la fin de l'année, je suis allé entre Noël et bonne année, c'est la période où tout être humain peut prétendre passer un moment de bonheur et de joie. C'est un droit. Mais ces peuples étaient complètement privés de ce moment de bonheur. Moi, j'avais estimé qu'en tant que pasteur, ma place était à côté de ce peuple qui souffre. Et je peux vous assurer que ma présence, rien que ma présence, a été un réconfort que vous ne pouvez pas imaginer pour ce peuple. Que ce soit la population, que ce soit l'armée, la police et la munition. Tous. Ça a été un moment de bonheur. Et je crois que pour moi, je suis dans ma mission de pasteur. Les recommandations, je les ai données conformément aux axes que je viens de décrire. Merci. Merci. Oui, allez-y. Monsieur Delacroix, vous avez patienté. Nous les disions que son éminence répond aux questions singulièrement, une par une. Merci. Pour la première question, comment mettre fin à cet état de choses, c'est-à-dire l'infiltration de notre armée? Il faut faire très attention lorsque vous traitez de cette question. Nous devons éviter la généralisation. Je vous ai dit ici qu'à l'est du pays, il y a de populations congolaises qui sont d'origine rwandaise. Il est tout à fait normal que dans l'armée, vous trouverez aussi des militaires d'expression rwandophone. Et ils sont des Congolais. Il ne s'agit pas de pointer au sein de l'armée ou au sein de la population tout individu
d'expression rwandaise pour dire, va-t'en, nous tomberons dans ce qu'on appelle la xénophobie. Et là, ça se retournera contre nous. Le problème, c'est la distinction entre les Congolais d'expression rwandaise qui sont au Congo depuis longtemps et qui sont des Congolais. Comment les distinguer des autres qu'on est en train de déverser au Congo d'aujourd'hui? Pour cela, il faut un État organisé. Il faut un contrôle à la frontière du pays. Le malheur à l'Est, c'est que nos frontières sont poreuses. Donc on peut entrer et sortir comme on veut parce que la frontière est artificielle. On ne sait pas où se trouve exactement la frontière dans la brousse. Donc le grand problème pour nous, c'est de renforcer les fonctions régaliennes pour pouvoir protéger nos frontières à l'Est et éviter qu'il y ait de nouveaux venus qui soient déversés chez nous. Mais ne tombons pas dans cette, je dirais, ces risques de considérer tout quiconque d'expression rwandophone comme étranger. Ça aussi, ce serait une grosse erreur. En parlant de la MONUSCO, moi je n'ai pas dit que la MONUSCO est en train de favoriser la balkanisation du pays. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la MONUSCO a une mauvaise perception à l'Est parce que sa première mission, qui consiste à protéger la population civile, cette mission n'est pas complètement assumée. Autrement, comment comprendre qu'on vienne égorger, tuer froidement à côté des installations de la MONUSCO? Donc c'est une faillite dans l'accomplissement de sa mission qui doit tout simplement corriger. Merci. Oui, la prochaine question par là. La réponse à position Yangai, ma proposition au Bisobaso, il y a Adolphe Mouzito, l'équipe Bébé, et Bisobaso, on a aussi sa passe, il y a des Bisobaso, Congo, Akende, Touba, Rwanda, a annexé Rwanda et comme a été mis à Congo. D'un côté, nakoki kolobate likambo muzito alobi, ezali presque sentiment ya bana Congo banso. Soko yoki pasi bandeko bazali koyoka kuna na est. Moi tentation ya kokanisa lokola muzito ezali. Pour moi vérité ezali na mais en même temps, nalingi ne kokebisa bana Congo. Liboso te okende bana moto lokola Yesu Kristo alobaki fanda nano pe otala mwango ozali na yango eloko nini pipundeli ozali na yango mpona kokende na contexte ya biso ya lelo soko toki etumba contre Rwanda tozali na chance soki mokende tobanda nano kotia molongo tobanda nano kobongisa armée ya biso lokola na lobiawa topesa moyen na armée mpona kosala mosala soko tolingi kobongisa armée te proposition ya ndenge wana ezali risque monene mpe mpona biso ezali risque ezali malaka. Merci, monsieur le député cardinal. Role ya leta na lobi yango nakanisi makambo bazali koleka kuna na este ezali liboso mpenza mokumba mosala ya leta olamatali asengeli atia biso kuna mpe alanda situation ya este soko totali comportement ya bai politique na mboka ya biso ezali kopesa impression que bango surtout place politique bazali kopesa kilo
mingi na likambo izali koleka kuna na SPP. Mpe koswana entre bango awa kowelaka bokonzi mosolo bongo na bongo. Nzokande kuna na este ekolo ya biso ezali na likambo. Église catholique. Église catholique ezali biso. Ici, parce que nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle la stratégie militaire. Nous ne connaissons pas la stratégie militaire. Mais de l'extérieur, nous constatons quand même ce que notre ami vient de relever. Il y a des gens qui ont fait la guerre au Congo, et puis demain, vous les trouvez dans l'armée. Ils ont de promotions assez rapides, alors que les autres autochtones qui sont là depuis longtemps, ils n'ont pas de promotion. Et tout ça, ça crée de frustration dans la population et aussi dans l'armée. Comment corriger cette situation? C'est assez compliqué, parce que cet acte, en fait, participe à la mise en application du plan de balkanisation. C'est à nous de nous réveiller et de regarder cette réalité en face. Mais quand vous entendez le discours de la classe politique à Kinshasa, c'est à peine si on voit le risque qui est caché derrière cette pratique. Voilà, par ici, messieurs, par ici. Que l'islamisation du Congo, à la faveur de ce qui se passe à l'Est, est réelle. Et ce que dit Monseigneur Melchisedek Sikuli est vrai. On a capturé beaucoup des adeptes. Vous savez qu'au début, il y avait deux mouvements. Il y avait les adeptes et les Nandous. Les Nandous sont rentrés en Ouganda. Les adeptes d'aujourd'hui, ce ne sont plus exactement les adeptes d'origine. Donc le mot adepte est devenu une sorte de porte-nom qu'on colle à tous ces gens qui ont un plan d'occupation d'un morceau de notre pays. Parmi eux, on a trouvé des Soudanais, on a trouvé des Centrafricains, on a trouvé des gens venant de tous les pays voisins à l'Est. Mais il est vrai que le fondamentalisme islamique qui se fait par le monde a trouvé là aussi un terrain fertile. Considérons que la terre de Beni-Boutembo est considérée par les experts comme la partie la plus fertile de la terre du Congo. Donc, il y a de quoi envier ces territoires-là. Le risque d'islamisation, ça c'est vrai. Mais est-ce que la MONUSCO participe à ces risques d'islamisation? Ça, il faut prendre avec prudence. Parce que dans la partie Beni-Boutembo, je n'ai pas vu de Pakistanais. Les Pakistanais sont au sud, je crois, la partie Minembwe. Ils sont de ce côté. Mais il est aussi vrai que notre pays, aujourd'hui, fait face à un phénomène d'islamisation planifiée. La réalisation du plan de balkanisation dépend essentiellement de nous, Congolais. Ces plans, même si c'est voulu par quelques membres de la communauté internationale ou par les pays voisins, ne peut se concrétiser que si nous, Congolais, nous nous prêtons à ces jeux-là. Autrement, ça ne passera pas. La communauté internationale n'a pas une position très claire sur cette situation. Et je crois que si nous, comme Congolais, nous nous prenons en charge, nous commençons à nous pencher sur cette situation de l'Est et en faisant voir à cette fameuse communauté internationale notre désapprobation de ce projet, ça ne se réalisera pas. Et ce qui réconforte beaucoup à l'Est, quand vous parlez avec tout le monde, il n'y a aucun Congolais qui soit en faveur de la balkanisation de son pays. On a divisé la Yougoslavie, on a balkanisé la Yougoslavie parce que le peuple qui habitait la Yougoslavie voulait se séparer les uns des autres. Sinon, la Yougoslavie ne serait pas balkanisée.
on a balkanisé le Sud-Soudan, parce que le Sud-Soudan voulait son indépendance. Or, ce sont des réalités que vous ne trouvez nulle part au Congo. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas de fatalité et ces plans ne peuvent réussir que si le fils et le fille du Congo jouent le jeu. Au point où nous en sommes, je suis convaincu qu'ils ne réussiront pas ces plans de balkanisation. Il n'y a pas de fatalité. Merci, son éminence. Allez-y. Le dernier intervenant posait des questions. Il demande si je peux vous citer les principaux acteurs de la balkanisation. Si je les connaissais, je les aurais mentionnés dans ma communication. Moi, je ne les connais pas. Si quelqu'un dans la salle les connaît, il nous rendrait service en les citant. Nous ne connaissons pas pied derrière, mais nous voyons les œuvres de cet ennemi invisible. Est-ce que la presse doit parler d'une situation de guerre au Congo? Est-ce que cela ne va pas dissuader les investisseurs? Pas du tout. Les investisseurs connaissent très bien la situation du Congo. Et ce sont ces mêmes investisseurs qui sont parfois derrière le désordre à l'est là-bas. Soyons réalistes. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des affaires au Congo pendant les périodes troubles que pendant la période de paix. Donc, n'ayez aucun souci de préoccupation pour les investisseurs. Les investisseurs sont de braves garçons, de braves filles, qui savent comment trouver leur chemin dans cette situation. D'abord, il n'y a même pas d'investissement au Congo. Maintenant, nous ne parlons pas de la guerre, mais il n'y a pas d'investissement. Le Congo est considéré comme un pays à haut risque pour les investissements. Ceux qui investissent, c'est généralement de façon mafieuse. Ce sont des grands mafieux qui font des affaires au Congo avec la complicité des fils et des filles du Congo qui sont en situation de pouvoir, que ce soit des politiciens ou dans l'armée. Les vrais investisseurs n'investissent pas au Congo d'aujourd'hui. Donc nous avons tout intérêt à regarder la réalité en face, de ne pas nous voiler la face, et que la presse fasse son travail de communication et d'éducation de la population. Merci. Les 6 dernières questions, par là, madame, de l'autre côté. Nous devrions plutôt être en deuil dans ce pays. Nous devrions nous considérer comme un peuple, le mot c'est quoi? Un peuple endeuillé, un peuple qui porte un deuil. Malheureusement, nous ne sommes pas comme ça. La question de mademoiselle, madame, je ne sais pas, est-ce qu'on devait célébrer l'an 1 de la coalition au pouvoir? Naturellement, ce n'est pas le moment de faire de fête. L'argent qu'on peut utiliser pour la fête, on devait envoyer ça aux soldats au front. Mais la question ne vaut pas seulement pour ceux qui sont au pouvoir, c'est aussi pour nous tous. Nous, nous sommes là. Est-ce que nous avons fêté? Oui ou non? Nous avons beaucoup fêté. Bonne année. Il y en a qui ont passé la nuit dehors en train de fêter. Il y en a qui sont fatigués aujourd'hui parce qu'ils avaient trop fêté. Donc l'interpellation qu'on peut adresser à la classe politique vaut aussi pour nous tous. Ça vaut pour nous tous. Merci. Les 5 dernières questions. Monsieur, oui. Une forte délégation de l'AFDC était chez moi hier. On a échangé, m'ont présenté leur situation.
Je considère tout simplement que nous devons apprendre à respecter, savoir respecter les autres. La démocratie, c'est j'ai mes opinions politiques, mais tu peux aussi avoir des opinions politiques divergentes, mais cela ne fait pas de nous des ennemis. Or, notre classe politique au Congo a tendance où tu penses comme nous, sinon tu es un ennemi. Et on le fait au niveau du pouvoir. On le fait au niveau de ceux qui détiennent le pouvoir. Puisque tu n'es pas avec nous, nous allons tout faire pour te faire souffrir. Nous allons tout faire pour t'arracher tes droits, et même des droits légitimes. Et là, ça ne va pas. Je crois qu'il appartient au président de la République, en tant que garant des institutions, de sécuriser les uns et les autres. On n'a pas le droit de se comporter comme on fait maintenant avec les gens de AFDC, tout simplement parce qu'ils ont d'opinions divergentes. Ce n'est pas juste. Mais bon, ce n'est pas notre rôle d'entrer dans des querelles politiciennes. On ne peut pas entrer là-dedans, mais nous disons toute la situation, l'alternance que nous avons eue aujourd'hui au sommet de l'État, même si c'est critiquable, mais c'est quand même le fruit de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et un point très important que nous avions traité durant le dialogue qui a conduit à l'accord de la Saint-Sylvestre, et ça a été mentionné dans l'accord, c'était notre refus absolu des dédoublements des partis. Il est inacceptable qu'aujourd'hui, après l'accord de la Saint-Sylvestre, qu'on continue à dédoubler des partis de façon indue. Ça, c'est inacceptable. Et c'est le cas de ces partis qui est venu chez moi hier. Hier, c'était l'UDPS, c'était MLC, c'était MSR, c'était plusieurs partis qui ont été dédoublés. Et l'accord de la Saint-Sylvestre avait levé l'option, à partir d'aujourd'hui, plus de dédoublement de partis. Qui veut créer son parti, libre à lui, mais il ne faut pas dédoubler le parti d'autrui. Or, c'est ce qui arrive aujourd'hui, malheureusement. Il appartient au président de jouer son rôle et de sécuriser ses partis. Voilà, les 4 dernières questions, madame. Je voulais revenir un peu sur la question des sanctions. C'est une situation qui met tout le monde dans l'embarras. Ce n'est pas une situation idéale. Personne ne peut souhaiter une situation pareille. Et ça jette, je dirais, un peu le flou sur l'image même de notre armée et l'image du pays. Il est de l'intérêt de ceux qui gouvernent le pays, en commençant par le chef de l'État, de corriger ces situations qui dénaturent même l'image de notre armée. Voilà. Je vois mademoiselle au fond, là-bas. De Béni, il a dit, le temps que j'étais là, c'est d'abord sa grande satisfaction que je sois venu. Parce que le climat, le sentiment général, c'était le sentiment d'abandon. On est oublié. Naturellement, il y a le président, tout comme certains hommes politiques, font les défilés de Béni, mais restent à Béni City, la cité de Béni. Ils ne vont pas vers la zone rouge. Ce qui fait la grande différence, c'est que je suis allé jusque dans la zone rouge. Ce que la population demande, que ce soit de l'Église catholique ou de nous tous ici, c'est de ne pas les oublier. Leur ennemi numéro 1, ce serait l'oubli collectif. Nous ne devons pas les oublier. Nous devons continuer à partager leurs souffrances et à les accompagner, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que leur cas soit connu et qu'une solution enfin soit trouvée. Merci à son éminence. Et de prier pour l'Est de notre pays. Dernièrement, il a organisé une grande célébration à la basilique Saint-Pierre
pour le Congo, pour l'Est du Congo, ce qui est quand même une situation exceptionnelle qu'un pape organise une messe spécialement pour un pays comme nous avions eu. Et le comble de bonheur, il a célébré en rite zaïrois. C'est dire combien la situation de notre pays préoccupe le souverain pontife, qui est l'autorité suprême de l'Église catholique. Si le pape est préoccupé par cette situation, soyez-en sûrs, c'est l'ensemble de la communauté catholique. Notre rôle, c'est de continuer à entretenir cette attention qui est portée sur notre pays. Et à travers Radio Vatican, qui était aussi mise à contribution, je crois que l'ensemble de la communauté catholique est informée. Le travail que nous avons à faire désormais, c'est de continuer le plaidoyer, la sensibilisation, pas seulement au niveau de l'Église catholique, mais avec les églises sœurs, les protestants, les humanistes qui sont ici, même le musulman. Je peux vous rappeler, au mois d'octobre, nous avions organisé une grande réunion à Genève avec le Congo et le pays voisin, y compris le Rwanda, Burundi, l'Ouganda, la Centrafrique, Soudan du Sud, Angola, la Tanzanie, pour voir comment nous pouvons porter ces messages de paix dans la sous-région des Grands Lacs. Et là, c'était l'Église catholique de tous ces pays, le protestant, le musulman et les autres confessions religieuses qui se trouvent là, parce que nous estimons que c'est notre rôle de porter la bonne parole de paix et de sensibilisation pour que la communauté de cette sous-région puisse enfin vivre en paix et dans un sentiment de fraternité générale. Nous faisons notre travail et nous allons continuer. Au niveau du Congo, nous avons déjà commencé avec le protestant globalement, les cubanistes un peu, parce que les cubanistes ne sont pas toujours très portés vers les questions sociopolitiques. Ce n'est pas dans leur tradition, mais on les implique, parce que si on se met ensemble, on devient plus fort. C'est par cette réponse de son éminence que nous concluons la série des questions-réponses. Monsieur l'abbé. Voilà, nous vous remercions, mesdames et messieurs de la presse, d'avoir répondu présent à cette invitation à la conférence que nous venons de tenir. Nous remercions également tous les frères et toutes les sœurs ici présents pour votre participation à cette conférence de presse. Tous nos remerciements vont vers Tata Cardinal pour sa disponibilité et pour la pertinence des réponses qu'il a pu apporter à nos différentes questions. Nous avons